Salut les amis, bienvenue dans Mon école à la maison, votre programme de cours télé pour CM, collège et lycée. Nous démarrons tout de suite. On va donc passer à l'exercice sonore. Vous allez donc me regarder. J'ai 2 bâtons. Je me mets derrière. Et vous regardez droit devant vous. Je lève les 2 bâtons. Dès que vous entendez le bruit, vous démarrez. Allez pour un signal sonore. Allez, on est en position. Vous avez 2 bâtons. Si vous n'avez pas de bâton, vous pouvez utiliser 2 ardoises pour faire du bruit. Et dès que vous entendez le bruit, vous démarrez. J'ai un objet qui fait du bruit. Toujours dans la réaction à un signal. Dans la réaction à un signal sonore. Un objet qui fait du bruit. Je lance l'objet. Dès qu'ils entendent le bruit, ils démarrent. Toujours dans la réaction à un signal sonore, on peut utiliser aussi le sifflet. En position de départ, signal, et on démarre. Bravo! Toujours dans la réaction à un signal sonore. Kofi Konan. À l'appel de ton nom, tu poursuis ton ami. Quand je dis Kofi, Kofi poursuit Konan. Quand je dis Konan, Konan poursuit Kofi. Attention, pour être sûr qu'on a attrapé son ami, vous voyez, on a foulard derrière. On a le foulard derrière. Vous tirez le foulard pour dire que vous avez rattrapé votre ami. Allez, on se met en position. Le regard vers l'avant, légèrement fléchi. Kofi. Voilà. Allez, on revient. Toujours dans la réaction. Un signal sonore. On reste concentré sur l'arrivée. Konan. Bravo. Alors, pour les critères de réalisation, pour faire un bon départ, il faut être attentif, immobile, ne pas bouger sur la ligne de départ, être en position semi-fléchie et réagir vite au signal sonore ou visuel. Maintenant, nous allons passer à la séance à proprement parler avec un jeu de foulard. Vous devez récupérer un foulard sur 20 mètres. Voilà, je me mets là. À mon signal, vous accélérez et vous récupérez le foulard. N'oubliez pas, position de départ, restez immobile. Bien concentré sur l'arrivée et top! Bravo, c'est le noir qui a gagné. Alors, pour les critères de réalisation de cet exercice, sachez que vous devez courir droit devant vous, courir dans son couloir et n'oubliez pas, regardez droit devant vous pour pouvoir arriver proprement. Ne pas sauter à l'arrivée. Et donc, on va travailler l'arrivée maintenant. Pour travailler l'arrivée, nous allons procéder avec une arrivée déplacée. Alors, l'enseignant va se mettre un peu plus loin de l'arrivée réelle. L'arrivée réelle, elle est là. Je me mets un peu plus loin. Je donne un départ sonore et à l'arrivée, vous me dépassez à toute vitesse. On se met sur la ligne de départ, semi-fléchi. Je vous rappelle que c'est un signal sonore, semi-fléchi, bien immobile. On regarde droit devant vous et je donne le signal. Rappelez-vous, restez dans vos couloirs. On regarde droit devant et... Bravo, c'est bien. Alors, on va passer maintenant à la récupération. Comment récupérer après une activité de vitesse? Sachez qu'à la fin de chaque activité, il faut une récupération active. Nous allons donc vous donner quelques éléments pour faciliter la récupération. On va grandir sur la pointe de pied. Grandir sur la pointe de pied, tirer les bras, voilà, et revenir. Ok. On va s'asseoir, une jambe tendue. Et l'autre est pliée. Et vous descendez le buste tout doucement sur la jambe qui est tendue.
tout doucement. Et vous changez. Descendez, voilà. Et vous revenez pour faire la position de l'enfant. C'est-à-dire, on va s'asseoir et vous prenez les mains loin devant. Détendez-vous, détendez-vous s'il vous plaît. Et vous revenez, vous vous couchez tranquillement pour récupérer, pour le retour au calme. Voilà, laissez le corps au calme. Merci et à bientôt. Bonjour chers élèves, je suis Kofi, professeur de physique-chimie. Je vous présente aujourd'hui une leçon de chimie du niveau 3e. Pour commencer cette leçon, je vais vous présenter deux de mes clés. Celle-là, je l'ai gardée depuis toujours, je m'en sers. Par contre, celle-ci, je l'ai garée depuis 6 mois et je viens de la retrouver. Cette clé, elle est maintenant recouverte d'un corps poreux rouge-brun qu'on appelle la rouille. Cette rouille est le produit d'une réaction chimique qui appartient à un type de réaction chimique qu'on appelle les réactions d'oxydation. Donc, le titre de notre leçon est « Oxydation des corps purs simples ». Pour construire cette leçon, nous allons exploiter la situation d'apprentissage suivante. Le chef de la classe de 3e 2 du lycée municipal 2, Pierre Gadier, retrouve la clé de son placard qu'il a égarée il y a 2 semaines sur le terrain d'EPS. La clé est désormais recouverte d'un corps poreux rouge-brun. De retour en classe, il montre sa clé à ses camarades en vue de comprendre ce phénomène. Ensemble, sous la supervision de leur professeur, ils décident de réaliser l'oxydation du fer, du cuivre et d'identifier les produits obtenus. Au cours de cette leçon, nous allons donc étudier la combustion du fer, la combustion du cuivre et expliquer la formation de la rouille. Nous allons commencer notre leçon par un bref rappel. Un corps pur simple est défini comme étant un corps qui est constitué d'atomes identiques. Nous allons également définir un corps pur composé. Un corps pur composé est un corps qui est constitué d'atomes différents. Maintenant, nous allons entrer de plein pied dans notre leçon en commençant par l'étude de la combustion du fer. Pour cela, nous allons faire une expérience suivie d'une observation. Cette expérience, elle va se faire en 2 parties. Nous allons réaliser tout d'abord la combustion du fer dans l'air. Ensuite, nous allons réaliser la combustion du fer dans le dioxygène pur. Pour notre expérimentation, nous avons le matériel suivant. Nous avons du fer sous forme de paille de fer que nous avons préalablement placé sur ce support. Nous avons aussi du dioxygène pur stocké dans ce bocal. Je précise qu'à l'intérieur de ce bocal, nous avons du sable en guise de protection du bocal. Nous avons également un labo gaz, une boîte d'allumettes et un aimant dont le rôle sera déterminé plus tard. Portons à incandescence la paille de fer. Nous voyons des étincelles. Plaçons le métal fer dans le dioxygène. Nous voyons que l'incandescence est plus vive. Il se produit des étincelles.
L'incandescence se produit avec encore plus d'étincelles. À la fin de l'expérience, nous constatons la présence d'un corps gris dans le bocal. Ce corps a la particularité d'être attiré par un aimant. C'est l'oxyde magnétique de fer, d'où la formule Fe3O4. Récapitulons les observations faites au cours de notre expérience. Nous avons remarqué que dans le dioxygène, le fer brûle avec des étincelles. La combustion est plus vive dans le dioxygène qu'à l'air libre. Le solide gris formé est attiré par l'aimant. C'est l'oxyde magnétique de fer, de formule Fe3O4. En conclusion, nous retenons que lors de la combustion du fer, le fer et le dioxygène réagissent pour former de l'oxyde magnétique de fer. C'est une réaction d'oxydation. Pour écrire l'équation bilan de cette réaction chimique, écrivons dans un premier temps Fe plus O2 donne Fe3O4. Équilibrons cette équation. Au niveau des produits, il y a 3 atomes de fer, tandis qu'au niveau des réactifs, il y en a 1. Multiplions donc la formule Fe par le coefficient 3. De même, au niveau des produits, nous avons 4 atomes d'oxygène, tandis qu'au niveau des réactifs, il y en a 2. Multiplions donc la formule O2 par le coefficient 2. L'équation bilan équilibré de cette réaction est 3Fe plus 2O2 donne Fe3O4. Nous allons faire une activité d'application. Le libellé est le suivant. Réarrange ces mots ou groupes de mots pour former une phrase correcte en rapport avec la combustion du fer. Les groupes de mots sont l'oxyde magnétique de fer, point. Donc, dans le dioxygène, une réaction d'oxydation, le produit est la combustion du fer. Comme correction, nous avons la combustion du fer dans le dioxygène est une réaction d'oxydation dont le produit est l'oxyde magnétique de fer. Après avoir étudié la combustion du fer, nous allons maintenant faire l'étude de la combustion du cuivre dans le grand 2. Nous allons procéder par une expérience suivie d'observation. Pour notre expérimentation, nous avons besoin de cuivre métallique, d'un labo gaz et d'une boîte d'allumettes. Commençons notre expérience. Nous allons allumer le labo gaz. Nous constatons que le labo gaz délivre une flamme bleue. À l'aide d'une pince, nous allons tenir le cuivre. Maintenant, chauffons le cuivre. Nous constatons que la couleur de la flamme change. Elle a un fond vert avec un peu d'orange. Le cuivre brûle avec une incandescence assez vive. Maintenant, nous allons retirer le métal de la flamme.
Une fois qu'on a retiré le métal cuivre de la flamme, nous constatons qu'il s'est recouvert d'une pellicule noire. C'est de l'oxyde de cuivre 2. Nous retenons que la combustion du cuivre dans le dioxygène produit de l'oxyde de cuivre 2, encore appelé oxyde cuivrique. C'est une réaction d'oxydation. L'équation bilan de cette réaction s'écrit Cu plus O2 donne CuO. Équilibrons cette équation. Au niveau des produits, nous avons un atome d'oxygène, alors qu'au niveau des réactifs, nous en avons 2. Multiplions donc la formule CuO par le coefficient 2. De même, nous constatons qu'au niveau des produits, il y a maintenant 2 atomes de cuivre. Multiplions donc la formule Cu par le coefficient 2 au niveau des réactifs. Nous obtenons donc 2Cu plus O2 donne 2CuO. C'est l'équation équilibrée de cette réaction. Nous allons maintenant passer à l'activité d'application. Pour cette activité d'application, vous devez répondre pour chacune des propositions vrai si la proposition est vraie et faux si la proposition est fausse. Pour la première proposition, on a le produit de la combustion du cuivre trouble l'eau de chaux. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Pour cette proposition, on répond par faux, car l'eau de chaux sert à identifier le dioxyde de carbone et non le produit de cette combustion. Nous pouvons passer maintenant à la deuxième proposition. L'oxyde de cuivre 2 est le produit de la combustion du cuivre. Pour cette proposition, nous répondons par vrai. Nous avons la combustion du cuivre est une réaction d'oxydation. Nous répondons par vrai. C'est d'ailleurs le sujet de notre leçon. Et enfin, pour la quatrième proposition, nous avons l'oxyde de cuivre 2 est attiré par un aimant. Donc nous répondons par faux. Pourquoi? Parce que nous savons que l'aimant attire les objets qui contiennent du fer, alors que l'oxyde de cuivre 2 n'en contient pas. Notre activité d'application est ainsi terminée. Nous venons d'étudier les combustions du fer et les combustions du cuivre. Et nous avons vu que ce sont des réactions d'oxydation. Maintenant, nous voulons généraliser la notion d'oxydation. En grand 3, voyons la réaction d'oxydation. 1. Définition. Une oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle un corps se combine avec des atomes d'oxygène. On dit qu'il y a un gain d'atomes d'oxygène. En petit 2, autre exemple. 2.1, combustion du carbone. Expérience et observation. Nous constatons que dans l'air, le charbon devient incandescent. Dans le dioxygène, le charbon brûle avec une vive incandescence sans flamme. Il se forme un gaz qui trouble l'eau de chaux, c'est le dioxyde de carbone. En conclusion,
La combustion du carbone dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone. L'équation bilan de cette réaction s'écrit carbone plus dioxygène donne CO2. On remarque, lorsque la quantité de dioxygène est insuffisante, la combustion est incomplète. Dans ce cas, il se produit un gaz incolore et toxique qui est le monoxyde de carbone. L'équation bilan de sa formation s'écrit 2C plus O2 donne 2CO. Nous allons maintenant parler de la combustion du soufre. En 2, 2, 1, expérience et observation. Nous constatons que dans l'air, le soufre brûle avec une petite flamme bleue, tandis que dans le dioxygène, le soufre brûle avec une flamme bleue plus vive. Le gaz formé décolore le permanganate de potassium. C'est donc le dioxyde de soufre, de formule SO2. En conclusion, retenons que la combustion du soufre dans le dioxygène produit du dioxyde de soufre. L'équation bilan de cette réaction s'écrit du soufre S plus O2 donne SO2. On remarque, le dioxyde de soufre est un gaz incolore, soluble dans l'eau, à odeur suffocante et toxique. La fumée blanche qu'on observe dans le bocal après agitation est constituée de particules solides, peu solubles dans l'eau, appelées trioxyde de soufre, de formule SO3. Nous allons maintenant expliquer la formation de la rouille. 1. Expérience et observation. Le dispositif de l'expérience est d'abord réalisé une semaine avant. Nous allons introduire de la paille de fer humide dans un tube à essai que nous allons retourner sur une cuve contenant de l'eau salée. Une semaine plus tard, nous constatons que la paille de fer est recouverte de rouille et que l'eau salée monte dans le tube à essai. Ce qui explique que le fer a réagi avec du dioxygène. En conclusion, retenons que lorsque le fer est exposé pendant une période suffisamment longue à la présence de dioxygène et d'humidité, il se combine à des atomes d'oxygène. Le fer se recouvre d'un corps poreux rouge-brun, c'est la rouille. Le principal constituant de la rouille est l'oxyde ferrique, de formule Fe2O3, qu'on appelle également l'oxyde de fer 3. La formation de la rouille est donc une oxydation. Et son équation bilan s'écrit Fe plus O2 donne Fe2O3. Équilibrons cette équation. Équilibrons le nombre d'atomes d'oxygène. Nous constatons que au niveau des réactifs, il y a 2 atomes d'oxygène, tandis qu'au niveau des produits, il y en a 3. Pour équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène, nous allons multiplier la formule O2 par le coefficient 3 et la formule Fe2O3 par le coefficient 2. Désormais, nous avons au niveau des produits 4 atomes de fer, tandis qu'au niveau des réactifs, nous avons un atome de fer.
Multiplions donc la formule Fe par le coefficient 4. L'équation bilan équilibré est donc 4 Fe plus 3 O2 donne 2 Fe2O3. Passons maintenant à notre activité d'application. La première question est la suivante. Donne le nom du produit formé lorsque le fer est exposé à l'air libre. Je vous laisse quelques temps pour répondre. La réponse est, lorsque le fer est exposé à l'air libre, il se forme de l'oxyde ferrique, qui est le constituant principal de la rouille. La deuxième question est, écris la formule de ce produit formé. La formule du produit formé est Fe2O3. Une fois cette activité d'application terminée, nous allons indiquer quelques méthodes de protection des objets contre la rouille. Pour protéger les objets en fer contre la formation de la rouille, on utilise le vernis, la peinture ou un métal comme le zinc qui s'oxydera à la place du fer. Au cours de cette leçon, nous constatons que toutes les oxydations ne se déroulent pas dans les mêmes conditions. Nous avons vu que des oxydations se déroulent avec dégagement de chaleur, tandis que d'autres se font à froid. On peut donc distinguer deux types d'oxydation. En grand 6, nous allons voir oxydation vive et oxydation lente. Au cours de la combustion, les corps plus simples fixent l'oxygène pour former de nouveaux corps. Cela s'appelle oxydation vive. Car ce type d'oxydation se produit avec généralement une flamme et un dégagement de chaleur. On assiste aussi à des oxydations sans combustion. C'est le cas de la formation de la rouille, qui est une oxydation lente. À ce stade de notre leçon, toutes les notions ont été expliquées. Nous pouvons maintenant passer à la résolution de quelques situations d'évaluation. Au cours d'une séance de travaux pratiques, ton professeur demande à chaque groupe d'élèves de réaliser la combustion du fer en vue de mettre en évidence le produit formé et d'écrire son équation bilan. Tu es désigné pour présenter la production de ton groupe. 1. Définis une oxydation. 2. Donne le nom chimique du produit formé. 3. Propose une méthode d'identification du produit formé. Et en 4, écris l'équation bilan de cette réaction. Maintenant, nous allons passer à la correction de la situation d'évaluation. La première consigne est la suivante. Définis une oxydation. La réponse est: une oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle un corps se combine avec des atomes d'oxygène. À la deuxième consigne, le nom du produit formé est l'oxyde magnétique de fer de formule Fe3O4. À la troisième consigne, la réponse est l'oxyde magnétique de fer est attiré par un aimant. Pour la quatrième consigne, la réponse est Fe plus O2 donne Fe3O4.
nous constatons qu'en l'état, l'équation n'est pas équilibrée. Nous constatons au niveau des réactifs, il y a un seul atome de fer, alors qu'au niveau des produits, il y a 3 atomes de fer. Nous allons donc ajouter le coefficient 3 à côté de la formule Fe. Au niveau des atomes d'oxygène, côté réactif, nous avons 2 atomes d'oxygène. Tandis que côté des produits, il y a 4 atomes d'oxygène. Pour équilibrer cette équation, nous devons ajouter le coefficient 2 à côté de la formule de O2. L'équation obtenue est donc la suivante. 3Fe plus 2O2 donne Fe3O4. Notre séance d'aujourd'hui vient de se terminer. Je vous remercie pour votre attention. Je vous encourage à vous exercer. Nous nous reverrons très prochainement. À bientôt. Bonjour chers élèves, je suis Denis Jacob, professeur de physique-chimie. Ce jour, nous allons aborder ensemble un cours de physique des classes de terminale C, D et E. Vous connaissez le moteur électrique, vous connaissez également le haut-parleur que nous utilisons. Ces 2 appareils fonctionnent sous le même principe. La force qui fait tourner le moteur est la même qui fait vibrer la membrane du haut-parleur. Cette force obéit à une loi qu'on appelle loi de Laplace, d'où le titre de la leçon, loi de Laplace. Au cours de cette leçon, nous aborderons en grand 1 l'expérience de la tige de Laplace. En grand 2, nous allons voir la loi de Laplace et nous terminerons en grand 3 avec quelques applications. Grand 1, expérience de la tige de Laplace. L'étude de la force de Laplace se fera à travers une expérience, qui est l'expérience de la tige de Laplace. Le dispositif expérimental est composé d'une tige métallique qui plonge dans une solution conductrice. La tige est directement reliée à un générateur et nous avons un aimant en U. Lorsque l'interrupteur est fermé et en l'absence de l'aimant, on constate que la tige reste toujours verticale. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant dans le circuit et qu'on approche l'aimant en U, on remarque que la tige reste immobile. Mais en présence de l'aimant, c'est-à-dire en présence de champs magnétiques, et lorsqu'on ferme l'interrupteur, c'est-à-dire qu'il y a le courant qui circule, on constate que la tige dévie vers la gauche. Cette déviation de la tige est due à une force, qui est la force de Laplace. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le sens de la force de Laplace dépend du sens du courant électrique et aussi du sens du champ magnétique B. Nous venons de voir que la force de Laplace est due à la présence simultanée du courant électrique et du champ magnétique. On dit alors que la force de Laplace est une force électromagnétique. L'étude de la force de Laplace nous conduira à énoncer une loi qu'on appelle la loi de Laplace. Un conducteur rectiligne de longueur L, parcouru par un courant électrique d'intensité I, et placé dans un champ magnétique B, est soumis à une force électromagnétique F, appelée force de Laplace, telle que F égale à IL vectoriel B. Le vecteur L ayant le même sens
que le courant électrique I. La force de Laplace étant une grandeur vectorielle, alors nous allons donner ses caractéristiques en commençant par son point d'application. Le point d'application, c'est le milieu de la partie du conducteur plongé dans le champ magnétique. J'insiste sur ce fait. Il s'agit bien du milieu de la partie qui est plongée dans le champ magnétique. Ce n'est pas tout le conducteur. Si tout le conducteur est plongé dans le champ magnétique, alors c'est le milieu du conducteur. Mais si c'est une partie qui est plongée dans le champ magnétique, alors c'est le milieu de cette partie-là qui est le point d'application de la force de Laplace. La direction de cette force est telle que F est perpendiculaire à IL et perpendiculaire à B. On dit que F est perpendiculaire au plan défini par IL et B. Son sens. Le sens de F est tel que le trièdre IL, B, F est direct. Qu'est-ce qu'on appelle un trièdre direct? Je considère mes trois doigts comme étant des vecteurs. Le pouce, l'index et le majeur. Et le sens dans lequel ces trois doigts sont représente un trièdre qui est direct. Quant à la norme de F, elle est définie par F égale à ILB fois sinus de l'angle alpha. Je dis bien la valeur absolue du sinus de l'angle alpha. Et alpha, c'est l'angle entre IL et B. Remarquons que si L est perpendiculaire à B, alors l'angle entre IL et B égale à 90 degrés. Sinus de 90 degrés est égal à 1. Alors la force F s'écrit ici, F égale à ILB. Il faut noter que le sens de F se détermine à l'aide de plusieurs règles, parmi lesquelles on peut citer la règle du bonhomme d'Ampère, la règle des trois doigts de la main droite et la règle de la main droite. Il ne faut pas utiliser la main gauche pour ces règles, car ça ne marchera pas. Vous devez donc utiliser uniquement la main droite. Dans notre cas, nous allons utiliser la règle de la main droite. Pour cette règle, tous les doigts réunis, hormis le pouce, indiquent le sens du courant I. La paume ou le revers de la main indique le sens du champ magnétique B et le pouce indique le sens de la force de Laplace. Nous allons représenter le champ B par cette baguette dont la pointe rouge matérialise la flèche du vecteur B. Lorsque nous voyons la paume, B est sortant, c'est-à-dire que nous voyons la flèche. Et lorsque nous voyons le revers ou bien le dos de la main, B est rentrant. En appliquant cette règle à notre dispositif expérimental, le courant monte dans la tige. Donc IL est orienté vers le haut. Cela montre que les quatre doigts sont dirigés vers le haut. Le champ B étant rentrant, nous verrons le revers ou le dos de la main. On note que le pouce est dirigé vers la gauche. Donc la force de Laplace aussi. Ce qui justifie le fait que la tige soit déviée vers la gauche. Nous venons de voir l'expression, les caractéristiques de la force de Laplace. Nous avons appris à la représenter. Nous allons maintenant passer aux applications de la force de Laplace. La première application que nous allons voir s'appelle la balance de Cotton. La balance de Cotton est un appareil qui permet de mesurer l'intensité d'un champ magnétique B et dont le principe est basé sur la loi de Laplace. C'est un dispositif qui est constitué de deux parties. Un bras de fléau noté OA qui est relié à un plateau dans lequel on dépose des masses marquées pour réaliser l'équilibre de la balance. Et la deuxième partie, c'est un circuit électrique rigide noté OPMNQ
fixé dans le plan vertical sur l'autre bras de fléau et alimenté par un dispositif approprié. Il faut noter que la partie PMNQ baigne dans le champ magnétique qu'on doit mesurer. À l'équilibre, la balance de coton est soumise à 6 forces, dont le poids P0 de la balance à vide, la réaction R de l'axe, le poids P des masses marquées, la force de la place F1 qui s'exerce sur la partie PM, la force de la place notée F2 qui s'exerce sur la partie QN et la force de la place F3 qui s'exerce sur la partie MN. Et la balance étant en équilibre, alors nous pouvons dire que puisque la balance est en équilibre autour d'un axe fixe, que la somme algébrique des moments de toutes les forces appliquées à cette balance est nulle. En appliquant cette loi, on trouve que le champ B est égal à M fois G sur I fois L. M étant la masse des masses marquées, G le champ de pesanteur, l'intensité du champ de pesanteur, I l'intensité du courant qui traverse la balance et L la longueur de la partie MN. La deuxième application que nous allons voir est la roue de Barlow. La roue de Barlow est une roue de cuve de rayon R qui peut tourner autour d'un axe perpendiculaire au plan de la roue et qui passe par un point O, et cela sous l'action d'une force qui est la force de la place. Dans l'application 3, il va s'agir du haut-parleur. Nous allons voir comment fonctionne le haut-parleur. Dans le haut-parleur, nous avons une bobine qui est solidaire de la membrane et qui peut coulisser sur l'un des pôles de l'aimant. Lorsque la bobine est parcourue par le courant électrique alternatif, elle est soumise aux forces de la place qui font vibrer la membrane. Les variations de pression de l'air produisent alors le son qu'on perçoit. La première partie de notre leçon vient de s'achever. Je vous laisse en compagnie de mon collègue qui traitera avec vous quelques situations d'évaluation. Merci, cher collègue Denis. Bonjour, chers apprenants. Je suis Thio Kalurugo, professeur de physique-chimie. Nous allons continuer ensemble le cours sur la loi de Laplace par la résolution de quelques situations d'évaluation. Commençons avec le libellé de la situation. Au cours d'une séance de TP, un groupe d'élèves de terminale D, sous la supervision de leur professeur de physique-chimie, réalise le montage suivant. OA est une tige de cuivre mobile autour de l'axe horizontal delta. Le groupe veut déterminer l'angle de déviation alpha de la tige dans différentes positions. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. Commençons par la première partie. Précise ce qui se passe au niveau de la tige dans chacun des cas suivants. 1. Le circuit est fermé, le champ magnétique B existe. 2. On intervertit les bornes du générateur en présence du même champ magnétique, le circuit étant fermé. 3. Le circuit est fermé et le champ magnétique est supprimé. 4. Le circuit est
ouvert en présence du champ magnétique B. Deuxième partie. Un élève du groupe fixe la valeur de B à 5,10 puissance moins 2 Tesla et I égale à 5 ampères. La tige OA de longueur L égale à 20 cm est entièrement plongée dans le champ B. La masse de la tige est M égale à 10 grammes. 2.1. Fait le bilan des forces s'exerçant sur la tige OA. Représente-les sur un schéma. 2.2. Écrit les conditions d'équilibre de la tige OA. 2.3. Détermine l'inclinaison alpha de la tige OA par rapport à la verticale. On donne G égale à 10 mètres par seconde carré. Passons à la phase résolution de notre situation. Commençons par la première partie. 1, 1, 1. Le circuit est fermé et la valeur de B est non nulle. D'après la loi de Laplace, lorsqu'un conducteur est traversé par un courant et placé dans un champ magnétique, il subit la force de Laplace. Ainsi, notre tige OA va subir cette force qui va provoquer son inclinaison. Donc, la réponse à la question, donc, la tige OA est déviée. Donc, la réponse à cette question, la tige OA est déviée. 1, 2. On intervertit les bornes du générateur et la valeur de B est non nulle. Lorsqu'on intervertit les bornes d'un générateur, le courant change de sens. Comme le sens de la force de Laplace change avec celui du courant, alors le sens de la déviation change aussi. Donc la réponse à la question, donc, la tige est déviée, mais dans l'autre sens. 1, 3. Le circuit est fermé et la valeur de B est nulle. Le champ étant nul, la force de Laplace est aussi nulle. Donc, la réponse à la question, la tige reste dans sa position verticale. 1, 4. Le circuit est ouvert et la valeur de B est non nulle. L'intensité du courant étant nulle, la force de Laplace est aussi nulle. Donc, la tige reste dans sa position verticale. Deuxième partie. 2.1. Le bilan et la représentation des forces. Notre système ici, c'est la tige OA. Et quelles sont les forces extérieures qui s'exercent sur cette tige? Il y en a 3. La réaction est du support, le poids P de la tige et la force de Laplace qu'on va noter ici, F. Passons à la phase représentation de ces forces. Commençons par le poids P.
Quel est le point d'application du poids d'un corps? On se rappelle, c'est le centre d'inertie, qu'on a généralement appelé G. Notre tige ici est homogène. Donc le centre d'inertie sera simplement le milieu de la tige. Donc le point d'application de P, c'est le point G. Quelle est sa direction et quel est son sens? Le poids d'un corps est vertical descendant. Donc nous traçons alors P verticalement vers le bas. Passons à la représentation de la force F, la force de la place. Ce sont les mêmes préoccupations. Quel est son point d'application? Nous avons dit dans le cours que le point d'application de la force de la place est le milieu de la partie du conducteur qui est dans le champ. Le libellé que nous venons de lire dit que tout le conducteur, toute la tige OA est dans le champ. Le point d'application de la force F sera donc le milieu. Et donc, c'est encore le point G. Quelle est la direction de la force F? C'est la perpendiculaire à la tige. Et le sens, c'est du côté de l'inclinaison. Alors, nous représentons la force F, la force de la place, à partir du point G. Troisième et dernière force, la réaction R du support. La tige OA est attachée au point O. Son mouvement de rotation se fait autour de ce point. C'est en ce point donc que le support agit sur le conducteur OA, sur la tige OA. Donc le point O est le point d'application de R. Quelle est la direction de R? Mais comme le support de F et le support de P passent déjà au point G, alors le support de R va passer au même point G. Le support de R est donc la droite OA. Et R sera représenté comme on vient juste de l'indiquer. Voici donc les forces et leur représentation. Ça nous permet de passer à la deuxième question de cette partie, donc 2.2, les conditions d'équilibre de la tige autour de l'axe fixe delta. Lorsque la tige est en équilibre autour d'un axe de rotation, on a les deux conditions suivantes qui doivent être vérifiées. Il faut que la somme vectorielle des forces donne un vecteur nul et que la somme des moments des forces soit nulle. Détermination de l'inclinaison de la tige OA par rapport à l'axe vertical. Nous allons utiliser la deuxième condition, c'est-à-dire la somme des moments par rapport à l'axe delta. Alors, nous allons écrire que moment de P par rapport à delta, plus moment de F par rapport à delta, plus moment de R par rapport à delta, égale à 0. Nous allons exprimer chacun des moments. Et vous devez le savoir, chaque fois qu'on doit calculer le moment d'une force, il faut choisir un sens positif de rotation. Nous optons pour le sens trigonométrique représenté sur le schéma. Alors, le moment de R sera égal à 0 parce que R croise l'axe de rotation. Le moment de P par rapport à l'axe delta est positif parce que, il suffit de regarder, la force va faire tourner la tige dans le sens positif que nous avons choisi. Donc le moment de P
sera égal à P fois le bras de levier. Ici, le bras de levier, c'est L sur 2 fois sinus alpha. Le moment de F, la force de la place par rapport à l'axe delta. Il suffit de regarder, la tige tourne dans le sens contraire que nous avons choisi. Ce moment-là est donc négatif. Donc ça nous fait moins F multiplié par le bras de levier ici, c'est L sur 2, c'est-à-dire la distance OG. Donc L sur 2. Le théorème des moments devient donc moins F fois L sur 2 plus P fois L sur 2 sinus alpha égale à 0. Ça veut dire que F égale à P fois sinus alpha. F, c'est l'intensité de la force de la place. On rappelle, c'est F égale à I fois L fois B. Et le poids P, c'est M fois G. En remplaçant les deux termes, on a ILB est donc égal à MG sinus alpha. Nous cherchons l'angle alpha. Alors on va tirer le sinus de alpha dans cette égalité. Donc sinus alpha sera égal à ILB sur MG. Passons à l'application numérique. Sinus alpha égale à 0,5. Quel est l'angle dont le sinus est 0,5? On dit alpha égale donc à 30 degrés. Ainsi prend fin notre première situation d'évaluation. On se retrouvera pour traiter sûrement d'autres situations d'évaluation. Merci. Ce programme vous a été présenté par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et son partenaire, l'UNICEF. Mon école à la maison revient demain. Pour plus de cours et d'exercices, rendez-vous sur le site école-ci.online. Bonne fin de journée.